Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez la cloche de notification. On fonce jusqu'à 1 million d'abonnés. Bonjour, aujourd'hui, dernier chapitre de l'année sur la radioactivité. On commence tranquillement avec des rappels sur le noyau de l'atome. Dans un noyau d'atome, vous avez deux constituants, les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Les protons qui ont une charge électrique positive qui vaut plus E, c'est-à-dire l'opposé de la charge d'un électron, qui vaut 1,70-19 coulombs. Vous n'allez pas connaître cette valeur. Et les neutrons, eux, ont une charge nulle, ils sont neutres. Ce qui va nous intéresser ici dans ce chapitre, c'est de décrire combien il y a de protons et de neutrons dans les noyaux. Ça se note X à Z, avec X qui est le symbole de l'élément, Z le nombre de protons, et A le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus neutrons. À noter que le nombre de protons, c'est ce qui fixe le nombre de l'élément. Un élément, ça correspond à un certain nombre de protons. Il est possible après d'avoir des nombres différents de nucléons, on verra ça dans le petit 2. Un exemple avec le fer tout d'abord. Donc le fer, 26-56. 26, ça veut dire qu'il a 26 protons et qu'il a 56 protons plus neutrons. Donc des neutrons, il en a 56 moins 26, c'est-à-dire 30 neutrons. U92-238, c'est de l'uranium, 92 protons, et 238 moins 92, 146 neutrons. À connaître ensuite la définition des isotopes. Alors, deux isotopes sont des atomes qui vont avoir le même nombre de protons, donc le même Z, mais qui vont avoir des nombres de nucléons différents, donc des nombres A différents. Du coup, ils auront le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Deux exemples. Uranium 235 et uranium 238. Ils sont tous les deux 92 protons, donc c'est tous les deux de l'uranium. Le premier a 235 nucléons, ce qui lui fait 143 neutrons, et le deuxième a 238 nucléons, ce qui lui fait, comme on a vu au-dessus, 146 neutrons. Autre exemple dont vous avez déjà entendu parler, le carbone 12 et le carbone 14. Ce sont deux isotopes du carbone, et le carbone 14 va avoir des propriétés radioactives qui permettent de faire de la datation. On passe ensuite à la description de la radioactivité. Alors, pour commencer, je vous propose de faire l'activité 1 qui est page 5. Il faut commencer par regarder les 4 vidéos dont vous avez les liens ici. Je mets les liens dans la description. Vous répondez ensuite aux 3 premières questions. Ensuite, un texte sur les différents types de radioactivité et vous répondez aux 4 questions qui suivent. La correction de cette activité est disponible à la dernière page, la page 11, la correction de l'activité 1 en haut. Une fois que vous avez fait ça, on reprend la première page du cours. Et donc je vous redonne la définition de la radioactivité. Donc c'est une réaction nucléaire spontanée où un noyau radioactif se désintègre en un autre noyau en émettant une particule ou un rayonnement. Donc le noyau qui désintègre, on l'appelle noyau pair, et il désintègre parce qu'il a un surplus de nucléons, un surplus d'énergie. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et il y a 3 types de radioactivité.
selon la particule ou le rayonnement qui est émis. Premier type de radioactivité, la radioactivité alpha. La particule émise, c'est une particule alpha, qu'on appelle particule alpha, qui est un noyau d'hélium. Symbole du noyau d'hélium, donc He pour l'hélium. L'hélium a 2 protons et 2 neutrons, ce qui fait 4 nucléons. Un exemple, l'uranium 235, qui désintègre en un noyau d'hélium et un noyau de thorium. Deuxième type de radioactivité, β-, cette fois-ci, la particule qui est émise, c'est un électron. Alors l'électron, ça se note petit e pour électron, on utilise la même symbolique que pour les noyaux, petit e pour l'électron, et donc dans un électron, il n'y a pas de nucléon, il n'y a pas de proton et de neutrons, donc 0 en haut, et en bas, pour dire que c'est un électron, on va mettre ce qui va correspondre à la charge de l'électron. L'électron a une charge opposée à celle du proton, donc c'est comme -1 proton, d'où le -1 qu'on met en bas. Exemple, le carbone 14 qui va subir une désintégration β- et mettre un électron et un noyau d'azote. Une remarque, ces réactions s'équilibrent non pas avec les éléments comme en chimie, vous n'avez pas les mêmes éléments à gauche et à droite, à gauche là c'est du carbone, à droite de l'azote. Ce qui s'équilibre, c'est les nombres de nucléons, de protons, neutrons et électrons. Donc ce qui va s'équilibrer sont les chiffres qui sont en haut. Si je regarde les chiffres qui sont en haut, 14 à gauche de la flèche, il faut retrouver les mêmes 14 nucléons à droite. Électron 0, azote 14, 14, 14, c'est équilibré. Et en bas, on a à gauche de la flèche 6 protons, à droite de la flèche, on en a 7 pour l'azote et -1 pour l'électron, ce qui nous donne 6 également, 6 à gauche de la flèche, 6 à droite de la flèche. Type de radioactivité suivant la radioactivité β+. Alors lors de cette radioactivité, de ce type de radioactivité, il y a émission d'un positon. Un positon, c'est l'antiparticule de l'électron. C'est une particule qui a la même masse mais qui a une charge opposée. Donc il a la charge plus E. Alors c'est pas un proton, c'est un positon. Il n'a pas la même masse que le proton, il est beaucoup plus petit. Donc son symbole, ça va être E aussi. Donc E aussi, il n'a pas de neutrons ni de protons, donc 0 en haut, et en bas, 1 pour une charge qui va valoir plus E. Exemple lors de la désintégration de l'oxygène 15 qui va désintégrer en émettant un positon et un azote. Et si je regarde les chiffres, en haut, nombre de nucléons 15 à gauche de la flèche, à droite 0 plus 15, ça ne va vraiment pas au bon endroit, à droite 0 plus 15, je retrouve 15 à gauche et à droite, et en bas 8 à gauche de la flèche, à droite de la flèche, 1 plus 7 égale 8. Bon voilà, j'ai écrit les trucs à côté, ça marche mieux. Chaque type de radioactivité va s'accompagner en plus d'un rayonnement est gamma, donc c'est une onde électromagnétique. Le noyau fils est généralement obtenu dans un état excité, qui se note étoile, Y étoile, et il va se désexciter en émettant un rayonnement gamma, donc mon Y étoile, il va redevenir Y plus un rayonnement gamma. C'est pas une particule, le gamma, c'est un rayonnement. C'est un rayonnement qui est très pénétrant et très énergétique. Il faut une vingtaine de centimètres de plomb pour s'en protéger. Ensuite, je reprends ce que je vous ai déjà dit pour équilibrer une transformation nucléaire. Ce qu'il faut équilibrer, ce ne sont pas les éléments, mais les nombres de protons et de nucléons, c'est-à-dire les chiffres.
Je reprends l'exemple de l'uranium. Uranium 235 qui donne de l'hélium 4 et du thorium 231. 235 égale 4 plus 231, ça marche. Et en bas, 92 égale 2 plus 90, ça marche. Pareil pour le carbone 14, j'avais déjà fait le calcul au-dessus. Bon, la ligne est sautée. Pour ce qui est du bas, j'ai 6 à gauche égale moins 1 plus 7 à droite. Et pour l'oxygène, je l'avais déjà fait aussi. En haut, 15 égale 0 plus 15. En bas, 8 égale 1 plus 7. Deuxième exemple, je vous demande d'équilibrer les transformations nucléaires suivantes et d'en déduire la nature de la particule émise. Donc faites une pause et faites-le avant de regarder la correction. Alors pour le premier, pour l'iode, le chiffre du haut, 131, à gauche de la flèche, ça veut dire qu'à droite de la flèche, il faut que je retrouve 131. J'ai déjà 131 pour le TH, donc ça veut dire que pour la particule, c'est un 0. En bas ensuite, j'ai 53 à gauche, 54 à droite, c'est-à-dire j'ai un de trop à droite, il faut que je retire 1 avec la particule, donc la particule moins 1. Donc la particule, c'est un électron, de symbole E-1, 0, et donc on a une radioactivité de type β-. Pour le deuxième, en haut, 210 à gauche, à droite on a 206, donc il nous manque 4. En bas, 84 à gauche de la flèche, 82 à droite de la flèche, ça veut dire qu'il nous manque 2. Comme particule, je retrouve que c'est une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium, de symbole He de 4, et c'est une radioactivité de type. Pour le dernier, fluor, en haut 18 à gauche de la flèche, à droite de la flèche, il y a déjà 18, donc 0 pour la particule. En bas, 9 à gauche de la flèche, à droite de la flèche, il y a un 8, il manque 1 pour arriver à 9, ce qui nous fait que la particule, c'est un positon, de symbole E1, 0, et c'est une radioactivité β+. On passe ensuite à la définition de l'activité, puis de la durée de demi-vie. Alors, l'activité d'un échantillon radioactif, ça se note A, et c'est le nombre de désintégrations de noyaux dans l'échantillon qui va se dérouler par seconde. C'est le nombre de désintégrations par seconde. L'unité de l'activité, c'est le becquerel, symbole B majuscule Q minuscule. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc un échantillon très radioactif, il va y avoir beaucoup de désintégrations par seconde, une grande activité, et c'est pour ça qu'il sera dangereux, parce qu'à chaque fois qu'il y a une désintégration, il y a l'émission d'un rayonnement qui lui est dangereux, et plus l'activité est grande, plus il y a de rayonnement émis. Si l'activité est faible, il y a peu de rayonnement qui est émis, ce sera moins dangereux. Définition de la décroissance radioactive et de la durée de demi-vie. Alors, la durée de demi-vie d'un échantillon radioactif, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs de l'échantillon s'est désintégré. On la note T indice 1,5. Et comme la moitié des noyaux sont désintégrés au bout de la durée T1,5, l'activité de l'échantillon est divisée par 2. Si j'ai deux fois moins de noyaux, il y en a 2 fois moins qui se désintégreront par seconde. Et ce qui caractérise la radioactivité, c'est que la durée de demi-vie, T1,5, elle est constante au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose de pas du tout intuitif. On va regarder ce que ça fait sur une courbe. On va dessiner la courbe de décroissance radioactive d'un échantillon. On va le faire ensemble à partir de la définition de la durée de demi-vie. Donc je pars d'un nombre de noyaux initial, N0, j'ai N0 noyaux au départ, et la définition de T1,5 ici, c'est qu'au bout de cette durée T1,5, j'ai divisé par 2 mon nombre de noyaux. Donc je prends la moitié ici, N0 sur 2, et pour T égale T1,5, il me reste N0 sur 2 noyaux. Au départ, j'étais là.
Si j'attends encore une durée de demi-vie, c'est-à-dire que j'attends encore T1,5, je me retrouve à 2 fois T1,5 et j'ai encore divisé par 2 mon nombre de noyaux. C'est-à-dire que j'étais à N0 sur 2, j'arrive à N0 sur 4. Donc pour 2 fois T1,5, je suis à N0 sur 4. J'attends encore une fois T1,5, je me retrouve à 3 fois T1,5, et je vais encore diviser par 2 mon N0 sur 4. Donc là, il m'en reste N0 sur 8. Là, je suis à 3 fois T1,5. 4 fois T1,5, je divise encore par 2, je vais me retrouver là. 5 fois T1,5, je divise encore par 2, je me retrouve à la moitié ici, et ainsi de suite. Vous voyez que j'arrive jamais à 0 puisque je coupe toujours la moitié de ce qui reste. Donc on va diviser par 2 pour chaque durée T1,5, et la forme qu'on obtient est caractéristique de la décroissance radioactive. C'est une forme qu'on appelle la forme exponentielle, c'est une décroissance exponentielle, donc mathématiquement ça se traduit par la fonction exponentielle. Et les durées de demi-vie suivant les noyaux peuvent être très différentes. Par exemple, durée de demi-vie de l'uranium 238, 4,5 milliards d'années. Donc il faut 4,5 milliards d'années pour que la moitié de l'uranium 238 présente sur Terre se soit désintégrée. Le carbone 14 a une durée de demi-vie de 5600 ans. Donc si vous avez un échantillon de carbone 14, au bout de 5600 ans, il n'en reste plus que la moitié. Le polonium 212, lui, a une durée de demi-vie de 3 à 10-7 secondes. Donc ça veut dire qu'il va se désintégrer très rapidement. Donc le polonium 212, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver à l'état naturel sur Terre, puisqu'il disparaît extrêmement vite. Du coup, il est plus dangereux que le carbone 14, parce que son activité est beaucoup plus grande, puisqu'il désintègre beaucoup plus vite. Donc il émet un rayonnement beaucoup plus intense. Quelques mots sur le carbone 14 et la datation au carbone 14. Le principe de la datation au carbone 14, c'est que dans tous les êtres vivants sur Terre, on va trouver une certaine quantité de carbone 14 qui est la même pour tout le monde et qui est la même que la proportion de carbone 14 qu'il y a dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a une certaine proportion de carbone 12 et de carbone 14. D'où vient le carbone des êtres vivants? Eh bien, il vient des plantes qui poussent grâce au soleil et au dioxyde de carbone qui est prélevé dans l'atmosphère. Elles rejettent du oxygène et le carbone qui leur reste, c'est à partir de ça qu'elles vont fabriquer leur squelette carboné, leur matière. Les animaux mangent ensuite ces plantes. Donc tout le carbone qui est présent dans les êtres vivants, il vient du carbone qui était dans l'atmosphère. Donc tous les êtres vivants ont la même proportion de carbone 12 et de carbone 14. Quand un être vivant meurt, il arrête de s'alimenter et du coup il renouvelle plus le carbone qu'il a dans son corps, et le carbone 14 étant radioactif, il va se désintégrer et tous les 5600 ans, la moitié du carbone 14 présent dans son corps se désintègre, disparaît. Il suffit donc de mesurer la quantité de carbone 14 qui reste dans ce qu'on veut dater pour savoir depuis combien de temps il est mort. On passe ensuite à une partie sur les dangers de la radioactivité. Vous pouvez faire l'activité 2 qui est page 6 et 7. La correction de l'activité est disponible sur la dernière page. Alors, pour résumer ce que vous avez vu dans l'activité, danger des rayonnements. Ce qui est dangereux dans les rayonnements radioactifs, c'est qu'ils peuvent ioniser la matière, c'est-à-dire arracher des électrons.
et c'est un effet qui est néfaste pour les cellules vivantes, parce que ça va les abîmer. Il y a deux types de radioactivité. Elle peut être d'origine artificielle, ce qu'on trouve dans les centrales nucléaires ou qui vient des essais nucléaires, ou qu'on a utilisé en médecine, mais il y a aussi beaucoup de radioactivité naturelle qui vient du rayonnement cosmique ou des éléments radioactifs présents dans la croûte terrestre. On va distinguer deux types de dangers pour l'homme, l'irradiation qui est due à une exposition externe et la contamination qui est due à une exposition interne quand on inhale ou on ingère des éléments radioactifs. Donc il y a deux dangers, il y a l'exposition directe au rayonnement radioactif, mais si en plus il y a des particules radioactives qui ont été émises et qu'on les ingère, qu'on les respire, ou qu'on les mange ensuite parce qu'ils sont déposés par exemple sur des cultures, la contamination va se faire après à plus longue échéance. On va appeler radioprotection l'ensemble des mesures prises pour se protéger de la radioactivité. Alors il y a trois principales mesures à prendre. La première, s'éloigner des sources radioactives. La deuxième, utiliser des écrans de protection. Et la troisième, c'est limiter la durée d'exposition. Si ces trois critères sont respectés, le danger est moindre. Pour le deuxième critère, les écrans de protection, je présente quelques caractéristiques des rayonnements, comment est-ce qu'ils sont arrêtés par différentes épaisseurs de différents matériaux. Le premier rayonnement, particule alpha, les noyaux d'éléments, c'est un rayonnement très dangereux parce qu'il est très ionisant. Par contre, il a une faible pénétration et une simple feuille de papier va l'arrêter. Donc c'est facile de s'en protéger. Deuxième type de rayonnement, les bêta, plus ou moins, sont des rayonnements ionisants de pénétration moyenne et quelques feuilles de métal, d'aluminium, de quelques millimètres vont suffire à l'arrêter. Donc c'est également facile de s'en protéger. Le dernier rayonnement gamma, lui il est très énergétique et il a une pénétration très élevée. Donc lui il va être plus dangereux parce qu'il va être plus difficile à arrêter. Pour l'arrêter, il faut 1 mètre de béton ou 20 cm de plomb. Donc c'est pas rien. L'épaisse chape de plomb posée sur Tchernobyl, par exemple, la centrale nucléaire russe, servait à arrêter ce rayonnement-là. Le rayonnement gamma a une énergie très élevée, ce qui correspond à une fréquence très élevée. Souvenez-vous de la formule qu'on a vue un certain nombre de fois. L'énergie d'un rayonnement électromagnétique, E, est égale à H, la constante de Planck, fois nu, sa fréquence, la fréquence du rayonnement. Donc si la fréquence nu est élevée, l'énergie E est également élevée. Il faut savoir placer le rayonnement gamma dans un spectre électromagnétique. Le rayonnement gamma, ici, il est après les rayons X. Vers la gauche, je me déplace dans le sens des fréquences croissantes. Donc plus je fais vers la gauche, plus la fréquence est élevée, plus l'énergie transportée est élevée, et plus le rayonnement est dangereux. Si je suis complètement à droite, les grandes ondes les ondes radio ont des fréquences faibles, une énergie faible, elles sont peu dangereuses. Et quand on monte dans les fréquences, qu'on monte dans les énergies, par exemple les ultraviolets vont commencer à devenir dangereux. Si vous exposez votre peau trop longtemps aux ultraviolets, vous pouvez brûler. Les rayons X sont encore plus dangereux et les rayonnements gamma encore plus. On passe à la dernière notion abordée dans ce chapitre, la dose absorbée lors d'une exposition à la radioactivité. La dose absorbée, c'est l'énergie reçue par unité de masse. On note D, et donc la dose, c'est l'énergie reçue par unité de masse, donc par kilogramme, donc divisé par la masse irradiée. Là-dedans, l'énergie, c'est les joules, la masse des kilogrammes,
Du coup, la dose, c'est des joules par kilogramme, et cette unité joules par kilogramme, on l'appelle le Gray. Symbole GY, et 1 Gray, c'est 1 joule par kilogramme. 1 Gray, c'est une faible quantité d'énergie. 1 joule par kilogramme, c'est vraiment peu. 1 joule, c'est pas beaucoup. Pour traduire l'effet d'un rayonnement sur les tissus biologiques, on va utiliser une autre unité pour la dose absorbée, qu'on appelle la dose équivalente, qui se mesure en sievert. Sievert, symbole S majuscule, V minuscule. Ce qu'on mesure là est un dosimètre. Et c'est en utilisant la dose équivalente, en sievert, qu'on va définir les limites d'exposition, c'est-à-dire les doses à pas dépasser avant qu'il y ait un effet mauvais sur les cellules. La limite d'exposition en France, pour l'organisme entier, c'est de 1 millisievert par an. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le nucléaire, on va vérifier que chaque année, il ne reçoit surtout pas une dose supérieure à 1 millisievert. Ça dépend aussi des parties du corps. Pour le cristallin dans l'œil, la dose maximale d'exposition autorisée en France, c'est 15 millisievert par an. C'est un peu plus élevé. La dose absorbée, elle va dépendre de l'activité de la source, de la durée d'exposition, de la distance à la source et de l'absorption due aux différents matériaux traversés. Donc ça dépend de plein de choses. Et vous avez à retenir que ça correspond à la dose qu'il ne faut pas dépasser dans les normes. Bien, on a fini avec le cours de ce chapitre. Il vous reste les exercices qui sont corrigés à la fin du document. Et donc c'était le dernier cours de l'année. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.